s'en souvient, tout est allé très vite. Au lendemain des attentats du 13 novembre, nous étions encore sous le choc des images et le souvenir des morts. Nous étions hébétés, sidérés. 3 jours, 3 petits jours seulement après la tuerie, François Hollande convoquait en congrès les membres des 2 assemblées au château de Versailles. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Monsieur le Président de la République, notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Nous devons donc nous défendre dans l'urgence et dans la durée. Dans la nuit de vendredi, j'ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières et j'ai proclamé l'état d'urgence. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois. Sans même avoir eu le temps de réaliser ce qui nous arrivait, nous avions redécouvert tout un vocabulaire. Interpellation, arrestation, assignation, perquisition. Toutes ces procédures administratives présentées comme nécessaires sont-elles excessives? Il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu à nous poser aussi fortement de telles questions. C'est papier, hein? Nous sommes dans une situation le 13 novembre où nous ne savons pas si tous les terroristes qui ont été à l'origine de ce crime abject sont hors d'état de nuire. Et à l'heure où je vous parle, il reste encore des acteurs déterminants de cet attentat qui sont en cavale. Bon. Donc nous sommes face à un risque imminent de réplique. Le soir même des attentats, la décision fut prise d'envoyer en renfort 1500 militaires supplémentaires. Tout un arsenal d'outils de lutte contre le terrorisme fut déployé en urgence. Et pour certains, ce n'est toujours pas suffisant. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Dès le lendemain du congrès de Versailles, l'unité nationale s'effritait déjà. Banaliser le tout sécuritaire n'est pas à la hauteur de la situation, et banaliser le tout sécuritaire ne fait que contribuer à instaurer un climat de peur et de surveillance généralisée, alors que la priorité est au renforcement des moyens de renseignement et de contre-terrorisme, de justice et de police sur le terrain. La pensée, elle aussi, était en état d'urgence. Une question se posait. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger nos libertés? C'est en regardant de près, de très près, en observant ce ministère qui nous observe, celui de l'intérieur, que nous allons comprendre ce qui est en train de se passer dans notre République aujourd'hui. Les forces d'intervention du RAID ont vécu au premier plan, avec les brigades anti-gang de la police judiciaire, la BRI, l'horreur des attentats du 13 novembre au Bataclan. Et 5 jours plus tard, elles se retrouvent lors de l'assaut de Saint-Denis, au cours duquel 3 djihadistes retranchés sont tués et 4 hommes du RAID blessés. C'est dans ce climat lourd, tendu, moins de 2 semaines après ces événements, que le RAID s'apprête à renforcer la nécessaire sécurité de 150 chefs d'État réunis en même temps et en même lieu au Bourget pour la COP 21. La conférence internationale sur le climat a finalement été maintenue, malgré la crainte de certaines délégations d'être confrontées à de nouveaux attentats. Et c'est lors de cette conférence que l'état d'urgence va soulever les premières questions autour des libertés publiques. Allez.
La crainte ce jour-là est d'être confronté à ces terroristes d'un genre nouveau qui pourraient frapper fort, encore une fois, et avec le retentissement mondial que l'on imagine. C'est pas qu'ils n'ont pas peur de la mort, c'est qu'ils vont la rechercher. Pour eux, c'est un but. C'est un but ultime. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ont ce but-là dans la tête, qui veulent absolument mourir, et en particulier contre le raid, vous n'avez aucune emprise sur eux. La seule emprise sur les gens, c'est de leur dire si tu nous tires dessus, tu risques de mourir, quoi, parce qu'on va riposter. Mais eux, ils s'en foutent, quoi. Non seulement ils s'en foutent, mais ils le recherchent. Donc c'est difficile. Comment gérer ça ? Ah. Voilà. Difficile, hein. Mais bon. Bonjour. Ouais. La France n'a pas lésiné sur la sécurité afin de ne pas compromettre ce grand rendez-vous tant attendu. Jamais un tel dispositif n'avait été déployé dans le pays. Sur le seul site du Bourget, 2800 policiers et gendarmes et plus de 6000 hommes furent déployés dans Paris. On a fait le choix de se mettre au niveau de l'auditorium, qui est ici, situé ici. Pour quelle raison ? C'est qu'en cas de difficulté de basse ou moyenne intensité, l'ensemble des VIP qui seront présents sur le site seront regroupés au sein de l'auditorium. Ensuite, on a positionné un tireur de haute précision à l'angle de ce bâtiment et à l'angle de celui-ci, de manière à couvrir l'ensemble du champ. Transport en commun, espace aérien, routes, frontières, tout est sous surveillance. Mais en voulant rassurer leurs hôtes avec des moyens de sécurité colossaux, les autorités françaises vont aller très loin dans leur recours aux mesures de l'état d'urgence. À l'abri des regards, 24 militants supposés violents furent assignés à résidence de manière préventive. Malgré l'interdiction de manifester pendant la durée de la COP21 et au nom de l'état d'urgence, des milliers de personnes bravèrent l'interdit. Et des heurts éclatèrent entre les forces de l'ordre et certains manifestants parmi les plus virulents. Une question se pose alors. Si l'état d'urgence a vocation à lutter contre le terrorisme djihadiste, pourquoi des militants d'une toute autre nature firent-ils l'objet de ces mesures d'assignation à domicile ? Nous nous interrogeons fortement sur certains cas précis touchant notamment des militants comme en Dordogne ou à Rennes, sans aucun lien a priori avec le djihadisme et qui ont été perquisitionnés ou assignés à résidence. Je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs parce qu'ils ont décidé dans l'irrespect complet de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mamère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale. Et pour ce qui concerne les militants écologistes, il n'y en a eu aucun d'assigné. Ceux qui ont été assignés, ce sont des individus violents. Vous n'ignorez pas l'opposition. Et ce fut le début d'un grand débat. Certains à gauche, à droite, émirent des doutes sur la véritable vocation de l'état d'urgence et sur son efficacité précise, réelle. La stratégie qui a été la nôtre, qui a été la mienne au ministère de l'Intérieur, a été de prendre un ensemble de mesures de police administrative très vite pour jouer sur la sidération de ceux que nous avions en face de nous et qui étaient susceptibles de nous frapper. Absolument, parce que je savais très bien que si on égrenait dans le temps les mesures de police administrative, ceux qui étaient susceptibles de faire l'objet de perquisitions ou d'assignation à résidence dissimuleraient et les armes, et les preuves, et les documents. Au ministère de l'Intérieur, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, l'UCLAT, doit faire face à ces inquiétudes et aux polémiques grandissantes. C'est ici que sont débriefées, anticipées, pensées, coordonnées toutes les actions menées contre le terrorisme, notamment dans le cadre de l'état d'urgence. L'état d'urgence est prévu par une loi. Une loi qui a été
démocratiquement votée, la loi de 1955. Donc, à partir du moment où l'ensemble des règles de prise de décision de l'état d'urgence, et c'est ce qui a été le cas, est respecté, eh bien, l'état d'urgence, c'est l'état de droit. Ceux qui prétendent que l'état d'urgence, c'est sortir de l'état de droit, c'est une négation du caractère démocratique de notre société. Cet état de droit, les hommes du RAID en parlent entre eux. Au-delà des modes d'action de ces nouveaux terroristes, c'est le droit lui-même et en l'état qui est questionné ce jour-là. On n'a plus de ces avions qui percutent les tours, ces attentats qu'on a connus dans le métro londonien ou dans le métro espagnol ou dans les trains espagnols. On n'a plus ce type de... Ça reviendra peut-être, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on a échangé ça contre un terrorisme qui coûte pas cher à organiser, qui peut s'organiser assez rapidement, qui soit organisé avec plusieurs ou tout seul. Et qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts dans les populations. Et ça, ces gens-là, c'est 2, 3, 4 personnes qui peuvent vous le faire. Et donc après, se pose le problème, qu'est-ce qu'on en fait? Mais, encore une fois, vous résolvez beaucoup de problèmes, déjà, en donnant un nom au problème. Daesh, reprenons Nord. Daesh, terrorisme, terroriste ou non? Oui, il n'y a plus de problème. Terroriste. Des gens vont là-bas et soutiennent Daesh, vont combattre avec Daesh. Ces gens sont bien partis pour combattre et aider des terroristes. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Donc, à partir du moment où ils reviennent et qu'ils sont allés combattre pour soutenir des terroristes, peut-être pas là contre nous, mais contre des Américains, contre peu importe, à partir du moment où ils sont partis là-bas et qu'ils reviennent, ce sont pour moi des gens dangereux, ce sont des terroristes. Et alors, en effet, ceux-là, ils n'ont rien fait peut-être chez nous, encore. Ils vont peut-être rien faire, j'en sais rien. Mais je vous dirais presque, peu importe, ils sont bien partis, que je sache, combattre chez les terroristes. C'était bien des terroristes là-bas. Donc ils reviennent, on les écarte. Parlons de Guantanamo. Ils en sont là. Il a une fiche S américaine. Il est susceptible de passer à l'acte. On l'isole. Même s'il n'a rien fait. Même s'il n'a rien fait. On l'isole. Vous voyez? Il y a eu des loupés aussi. Alors, mais bien évidemment. Alors, vous avez des loupés, vous sortez de l'état de droit, vous avez plus de lignes. Peut-être justement, est-ce qu'il faut remettre des lignes un petit peu différentes? Vous pouvez vous poser les mêmes questions. Bouger les lignes, modifier le droit, au risque peut-être de céder à ce que l'on appelle la tentation policière. C'est précisément cela qui peut inquiéter. Il faut être sérieux. On ne va pas créer un Guantanamo à Belle-Île. On ne va pas réouvrir l'île du Diable. Je pense que nos régimes ont évolué. Je pense que nous sommes quand même dans un pays d'accueil, de liberté. Tout cela n'est pas très sérieux. On ne peut pas mettre un mur autour d'un pays, on ne va pas commencer à reconstruire le mur de Berlin. Donc simplement, il faut mettre des filets de sécurité. Alors, n'oublions pas ce qu'est un filet. Et moi, je suis breton, je connais bien cette notion. Mais un filet, ça reste des trous entourés de ficelles. Donc oui, on essaie de resserrer les mailles du filet. Et pour autant, il faut prendre garde à ce que ces mailles du filet ne soient pas trop serrées pour entraver la liberté de chacun. Donc il y a... Alors à la fois ça laisse passer le terroriste, éventuellement s'il fait une cure d'amaigrissement, il passe dans le trou. Un gros poisson ne passe pas, mais s'il a l'intelligence de maigrir, il va passer et il va regrossir derrière le filet. Voilà. Maintenant il y a quand même pas mal de poissons qui se prennent dans le filet, Dieu merci, mais si vous resserrez trop les mailles du filet, alors vous n'êtes plus dans une société libre. Et c'est à travers les mailles de ce filet, en dépit de l'état d'urgence, que l'un des terroristes a pu passer en Belgique en direction de la ville de Molenbeek, malgré le rétablissement des frontières. Ces frontières que l'on pensait disparues et qui se dressent de nouveau, soudain, du jour au lendemain. C'est le retour des fouilles et des contrôles, images d'hier presque oubliées, remises brusquement au goût du jour.
Donc, rappel de la situation, donc, nous agissons dans le cadre de l'état d'urgence décidé le 13 novembre suite aux attentats de Paris. Je me présente rapidement, je suis lieutenant Courville, je commande le peloton motorisé de Cambrai et je vais vous faire le briefing du matin pour la relève de mission à 8 h. On est sur un axe stratégique et majeur entre la France et la Belgique. Votre mission, ça sera de contrôler les véhicules qui circulent dans le sens montant et dans le sens descendant, avec systématiquement à l'intérieur des véhicules une identification de toutes les personnes, un passage du véhicule au fichier des véhicules volés. Et après, vous pouvez également fouiller dans les véhicules puisqu'on a une réquisition du procureur de la République qui permet et les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules. En plus, on aura l'appui d'une équipe cynophile, recherche armes et munitions. Donc n'hésitez pas à faire appel au maître chien qui va voyager sur les 2 postes alternativement. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Je vais vous demander de me présenter la carte grise du véhicule, votre permis de conduire ainsi que la pièce d'identité du passager, s'il vous plaît. Le fait d'être en état d'urgence permet d'augmenter les contrôles, le volume, et donc du coup, on augmente aussi les gens qu'on arrête, quoi. Ça nous permet on profite de ce système, enfin de l'état d'urgence pour élargir les contrôles. Et de fait, on contrôle aussi les personnes qui sont recherchées, et du coup, voilà, on en profite. Qui sont recherchés pour autre chose que pour du terrorisme, bien sûr. Ouais. Ça va de la pension alimentaire qui n'est pas payée jusqu'au délit majeur. Vous voulez bien couper? Voilà, très bien. Et me présenter le permis de conduire, la carte grise, ainsi qu'une pièce d'identité pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Votre permis à vous, il est où? Je l'ai pas sur moi, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est le vôtre qu'il me faut. C'est vous qui conduisez. Ah non, lui, c'est pas conduisé, mais je pense que moi, j'étais là. Oui, mais moi, vous n'avez pas votre permis de conduire, c'est vous qui conduisez. D'accord. Il y a le chien des stupes qui va venir. D'accord. Donc on va sortir du véhicule, on va se mettre sur l'arrière en protection pendant que le chien va travailler. C'est quoi, du pognon? Ouais, du pognon. On a trouvé 2 enveloppes avec de l'argent. 2 enveloppes. Ça peut peut-être intéresser. Vous avez un ticket de retrait, vous avez quelque chose? J'ai mon compte bancaire que je peux vous retirer par téléphone. Ouais, éventuellement, je veux bien. C'est de l'argent que vous avez retiré quand, ça? Il y a ma mère qui m'a donné un peu. Alors attendez, ça c'est quoi? Ça c'est votre... Ça c'est mon virement, c'est quand je travaille. On comprendrait qu'une personne qui se promène avec 1800 € sur lui sans salaire, la provenance, ça peut être... Non mais elle peut être tout de suite douteuse. Bah oui, voilà. Vous avez vu, c'est mon salaire. Voilà. Moi j'ai un salaire aussi, je ne même pas avec 1800 € sur moi. Ouais, mais bon. C'est-à-dire qu'on recherche prioritairement des jeunes, avec soit des plaques étrangères, soit des plaques de la région parisienne. Et puis on fait du profil ciblé, quoi. Profil ciblé et danger possible d'arbitraire ou même risque de contrôle au faciès. Dans une France en état d'urgence, d'éventuelles dérives sécuritaires préoccupent, bien sûr, surtout lorsque des profils autres que celui de terroristes tombent aussi dans les mailles du filet. L'état d'urgence, est-ce qu'il sert à autre chose que la lutte antiterroriste, par exemple? Là, il faut être extrêmement précis sur cette réponse. Nous n'avons pas pointé que des gens dont nous étions sûrs qu'ils étaient engagés ou dont nous les soupçonnions d'être engagés dans des opérations terroristes. Par exemple, nous avons pointé aussi des trafiquants d'armes et de stupéfiants. Parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui une porosité entre certains milieux de la délinquance et les milieux terroristes. Et que nous avons pensé que de rentrer par la délinquance et le droit commun dans les perquisitions administratives était une manière d'atteindre les cibles terroristes. Peut-être, mais dans ce cas, où s'arrêtent les perquisitions et les assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence? Jusqu'où va-t-on chercher le lien, plus ou moins direct, avec le terrorisme? Have you got something in the pockets of your pants? Here. Nothing? Turn. Thank you.
Put your hands up. Okay, great. Don't move. Ok, good. C'est bon. Ok. Si vous êtes témoin d'une situation qui présente un risque pour votre sécurité ou celle des autres voyageurs, appelez le numéro d'alerte. En effet, il faut le dire, nous sommes en guerre. Monsieur le Président l'a dit. Mais c'est une logique de guerre moderne. C'est là qu'est la difficulté, puisqu'en fait, et c'est là qu'est le côté terrible de la chose, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression d'être en guerre. Mais pourtant, on l'est, puisque la menace est invisible et imprévisible. Il faut, de temps en temps, je dirais, écarter temporairement quelques libertés de manière à garantir la sécurité des gens. Parce que je pense que la vie prime des fois sur certaines libertés. Réduire les libertés pour renforcer la sécurité ? Mais à la condition de ne pas affaiblir l'état de droit et sur une durée limitée. Car l'état d'urgence prévu au départ pour 12 jours, puis prolongé, et qui le sera encore, pose la question de la durée de restriction de ces libertés. Si on n'arrête pas l'état d'urgence, on a un procès sur l'état d'urgence permanent. Et quand on l'arrête, on nous explique que c'est pas raisonnable. Bon, nous ne souhaitons pas que l'état d'urgence soit prorogé à l'infini. Nous l'avons mis en œuvre parce que les conditions de droit étaient réunies pour le faire. Mais l'état d'urgence est un élément de l'état de droit. Ce n'est pas une dérogation à l'état de droit. Les mesures d'exception prévues par l'état d'urgence, ce ne sont pas des mesures orthogonales aux principes républicains. Mais ce sont des mesures qui sont des mesures d'exception prévues par l'état de droit et qui doivent être utilisées conformément à ce que le droit prévoit, c'est-à-dire avec une infinie précaution. Mais pour vérifier si ce respect de l'état de droit s'exerce bien, il faut regarder la partie immergée de l'iceberg, celle d'où proviennent tous les renseignements nécessaires pour déclencher une assignation à résidence ou une perquisition administrative. C'est le SCRT, Service central du renseignement territorial, plus connu il y a quelques années sous le nom de RG, Renseignements généraux. C'est là que remontent les informations de terrain en provenance de tout le territoire national. Nous travaillons, vous le savez, sur des signalements dits de bas de spectre, des signaux faibles. C'est-à-dire une personne qui va nous signaler effectivement son voisin, un milieu professionnel qui va s'étonner de l'évolution d'un individu. Genre il circule la main d'une femme, par exemple, voilà, ce genre de choses. Une famille qui va s'inquiéter parce qu'effectivement sa fille ou son fils s'est converti et développe une pratique ultra rigoureuse de l'islam. Tous ces signalements-là vont très naturellement pour évaluation au renseignement territorial et nous permettent d'avoir depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, depuis le printemps 2014, une importance de plus en plus grande de ces signalements, un vivier de radicalisés sur lequel nous sommes en travail permanent d'évaluation, une évaluation fine, en faisant preuve de discernement. Je veux dire, il y a des cas de radicalisation suspectés comme radicalisation qui n'en sont pas, qui sont simplement des conversions. On lève le doute, c'est ça. Et là, on va effectivement permettre de lever le doute. Mais, en toute hypothèse, pour lever le doute, il est parfois nécessaire d'aller sur des actions qui sont des actions de l'administration, qui nous donnent ensuite un résultat qui est un résultat, j'allais dire, qui peut, dans bien des cas, dans la majorité des cas, j'allais même dire, permettre de clôturer purement et simplement une situation de doute, en disant là, il n'y a plus raison d'avoir de doute. Voilà. Mais dans d'autres cas, ça va nous conforter dans une suspicion et dans la certitude, ou ce qui devient la quasi-certitude, qu'un individu est suffisamment fragile pour basculer. Ça, c'est ce qu'on est. On est toute la France en plus. Dans le département du Val d'Oise, une centaine de perquisitions ont déjà été effectuées depuis la mise en place de l'état d'urgence. Le travail des services du RT permet de comprendre concrètement comment s'opère une levée de doute ou au contraire une confirmation de suspicion. On s'est rendu compte après les attentats du 13 novembre qu'on avait une averse, un flot de signalements. On va dire en période classique, on est à 15 à 20 signalements par mois. Voilà. Depuis le 13 novembre,
nous avons enregistré près d'une 50aine de signalements. Voilà, dont une majorité d'ailleurs par cette fameuse plateforme du Centre national de prévention de la téléphone vert, le numéro vert, effectivement. Voilà, on a près d'une 50aine. Là, quand je vous disais une averse de signalement, c'est vraiment une averse de signalement. Pour partie infondée, c'est-à-dire que avant c'était mon mari est pédophile, quand il a la garde, il touche les enfants. Bon, ok, bah maintenant c'est mon mari est un méchant terroriste, il va les emmener en Syrie. Ça marche aussi. Alors des fois oui, c'est des cas, puis des fois bah non, mais on sait comme ça que madame a embêté monsieur pendant un petit temps. On nous demande d'être bien sûr de nos cas, on doit motiver les cas que l'on propose, hein, je veux dire, comme je vous disais, on ne sort pas les noms comme ça dans notre chapeau. Hein. Ça nous desservirait de taper tous azimuts. De galvauder l'état d'urgence, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, parce que on est là pour accomplir un travail, c'est-à-dire pouvoir diagnostiquer la radicalisation, prendre la mesure de la menace et pouvoir après y apporter des solutions. Alors, pour éviter de galvauder l'état d'urgence, il convient de vérifier, avant de décider. C'est dans ce cadre qu'une petite équipe, ce soir-là, met en place une planque, c'est-à-dire une surveillance devant une salle de prière. Bon, on y go ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va mettre un dispositif de surveillance aux abords d'une salle de prière radicale qui a été fermée pour une mesure administrative. Donc malgré cette mesure de fermeture, on a eu des renseignements relatifs à la présence d'individus dans ces lieux la nuit et qui quittaient les lieux au petit matin. Donc depuis quelques semaines, donc, on fait des dispositifs réguliers afin de poursuivre nos investigations et éventuellement de prendre d'autres mesures administratives sur ce lieu. Allez, on est parti. Je te suis jusqu'à la Grande Avenue, Victor. Toi, tu me suis jusqu'à la Grande Avenue. Voilà. Et après, tu mets le zoom comme je t'ai dit. Nous, après, moi, je me mets autre part. Okay. Certains des hommes seront donc cachés dans un sous-marin, un soum, comme ils disent, c'est-à-dire un véhicule banalisé aux vitres très obscurcies. Là, pour le moment, il n'y a pas d'activité, mais mes autres collègues sont de l'autre côté, parce que le pavillon, il se constitue donc d'une entrée principale. Là où on est, c'est carrément à l'arrière du pavillon. Il y avait une petite porte de jardinier qui donne carrément sur l'avenue, qui elle a été forcée. Là où les individus pourraient rentrer. Sur 4-5 heures de surveillance, on va peut-être avoir 10 secondes qui pourraient nous intéresser. Sur 10 secondes, ça peut nous permettre d'avoir plein de renseignements. On n'a pas eu d'activité au sein du lieu de culte. Alors, on fera cette opération régulièrement afin de trouver la présence ou pas d'individus la nuit dans ce lieu de culte qui est fermé. Pour vous, là, c'est un coup de perdu ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est pas un coup perdu. En fait, quand on a des renseignements sur une activité nocturne dans un lieu de culte, par rapport à la base du renseignement, il faut arriver à cibler le créneau où il y a cette activité de manière régulière pour pouvoir après mettre en route des mesures administratives et dire que l'arrêté de fermeture n'est pas respecté. Quelle est la réalité de la radicalisation dans le Val d'Oise? La radicalisation, elle touche de nombreux quartiers de notre arrondissement. J'irai plus loin que la commune d'Argenteuil. Maintenant, c'est quand même certains quartiers difficiles où sont issues la majorité des personnes que nous suivons. Mais aussi, on a des individus qui sont originaires de milieux sociaux élevés. Et on a aussi une féminisation de la radicalisation aussi qui a été constatée sur l'arrondissement. Voilà. Ce niveau de radicalisation en local est évalué ici, à la préfecture, dans le cadre de l'état d'urgence. Celui qui décide des perquisitions administratives et des assignations à résidence sur la base de renseignements n'est pas un juge, mais un préfet. C'est ce qu'on appelle une décision administrative par opposition à une décision judiciaire. Ceci pose la question du rôle et du contrôle de la justice sur l'action policière.
Le préfet, le voici. Il est ce jour-là entouré des services de renseignement du département, porteurs d'informations bien sûr confidentielles, mais qui ne reposent sur aucune preuve juridique établie. Je propose de passer à l'ordre du jour en commençant par l'examen des fermetures administratives de lieux de culte. On en a un qui l'est depuis hier. C'est une salle de prière sur décision de la commission de sécurité et sur décision, sur arrêté de fermeture administrative du maire. On avait une inquiétude pour un des lieux, mais on va l'évoquer, de la présence des scellés que nous avons fait poser pour garantir l'effectivité de la mesure. Mais je vous propose qu'on l'évoque tout de suite, donc avec la salle de prière. A priori, pas de difficulté, commissaire. Pas de réintroduction. Les scellés sont respectés, pas de sujet s'agissant donc c'est une école confessionnelle et un lieu de culte. Là, c'est sur celui-ci que nous avions une inquiétude sur les scellés. La commune avait une inquiétude du respect de la décision de fermeture administrative qui avait été prise et je crois que l'inquiétude a été levée. Là, on fait la vérification. Voilà. Les scellés sont bien en place. Oui. Ok, merci. Sur les assignations. Les assignations à résidence. Donc, nous en sommes actuellement à 21 personnes assignées à résidence dans le département. Monsieur qu'on connaît bien également autour de cette table, qui nous sollicite beaucoup alors, sur son assignation à résidence. Il nous appelle entre 2 et 3 fois par jour, sur sa possibilité de récupérer ses armes. C'est l'individu dont nous évoquions tout à l'heure. Donc à ce stade, on vous propose peut-être de le maintenir sous assignation à résidence, compte tenu du profil de l'individu. Lui, en tant qu'individu, n'est pas, il faut être très clair, n'est pas quelqu'un de radicalisé. En revanche, c'est sa porosité, sa proximité avec les problèmes de l'armement qu'il avait réalisé et des armes. Et c'était l'objectif qui avait été fixé. Et là-dessus, c'est une personne qui est... qui dès lors qu'on va lui redonner ses armes, retournera au club de tir, rencontrera ces personnes et aura toujours des munitions chez lui. Donc on a quand même un risque, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé. C'est ce qui a motivé, n'oublions pas qu'on était à ce moment-là dans la recherche de personnes pour fournir des armes et munitions à des personnes pour en passer à l'acte. Il faut quand même aussi bien identifier la problématique. Ok, donc sur celui-là, on ne bouge pas pour le moment. On a 2 assignés à résidence qu'il avait été au lendemain quasiment, puisqu'il l'avait été le 15 novembre 2015, qui avait été assignés à résidence et pour lesquels on a demandé l'abrogation au ministre de l'arrêté. Ça a été fait. Pour l'un le 12 décembre et pour l'autre le 10 décembre. Je pense que ça doit être dans les tuyaux. Nous, on a fait passer à notre centrale la semaine dernière. Donc, ça remonte côté préfecture et ça remonte aussi côté services centraux. Le fruit essentiel des perquisitions, c'est le renseignement. C'est le renseignement. Donc c'est du renseignement de toute nature. C'est parfois du très petit renseignement, à ceci près que, mis bout à bout avec l'ensemble des renseignements collectés autour de cette période, eh bien, nous contribuons, à notre niveau, à l'établissement de la cartographie la plus fine possible des réseaux, des contacts, des complicités. Vous avez entendu tout à l'heure l'évocation de ces personnages qui par eux-mêmes ne sont pas signalés comme radicalisés, mais ils détiennent des armes, ils font du commerce d'armes, ils sont en contact avec des gens qui, eux, sont radicalisés. Donc c'est cette cartographie des connexions entre des niveaux de risque divers, des comportements religieux extrémistes, des fragilités personnelles, de la proximité avec les armes, de la petite délinquance et du trafic de stupéfiants. C'est cette cartographie de contact qu'on essaye d'établir pour prévenir l'apparition d'une menace plus caractérisée. Nous, on a décidé les perquisitions sur la base de renseignements. Oui. Un juge ou un procureur, il lui faut plus. Il lui faut une procédure pénale, donc il faut qu'il y ait à la base une infraction susceptible de recevoir une qualification pénale. L'état d'urgence nous permet d'appréhender une situation en amont, au moment de la constitution même du début de commencement du risque. Et là, nous avons cette possibilité qui est une possibilité de travail préventif plus forte que celle qu'on a habituellement. On s'entoure de précautions. On s'entoure de précautions pour aller chez les gens.
Voilà. On ne peut pas aller, comme je vous le disais, au coin de la rue, faire une perquisition administrative. On n'en a pas le droit. Hein, la motivation de l'état d'urgence aussi, c'est de pouvoir prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre public. Et bien on reste quand même dans ce cadre-là. Voilà, donc on ne peut pas aller chez monsieur et madame tout le monde, taper à la porte et dire on a besoin de regarder ce qui se passe chez vous. Malgré ces gages qui se veulent rassurants, des images se répandent sur les réseaux sociaux montrant des perquisitions musclées. Exemple, celle de ce restaurant à l'Halle du Val d'Oise n'aura pas permis de confirmer une quelconque implication de son propriétaire dans une association terroriste ou dans un processus de radicalisation. Cette perquisition, pour lever de doutes, aura été bien cher payée. L'état de droit, y compris et surtout lorsqu'il mobilise des mesures exception, doit être un état irréprochable. Et donc il faut bien comprendre que la mesure de police administrative mobilisée dans le cadre de l'état d'urgence n'est pas une mesure dont on a coutume. C'est pas une mesure qu'on utilise tous les jours. Et par conséquent, il y a dû y avoir dans la maison, par les instructions que j'ai données, l'exigence qui a été la mienne, des corrections d'apporter à la manière dont les services travaillaient, parce que dans les premières heures, face à un phénomène dont ils n'avaient pas l'habitude, ils ont pu commettre des erreurs, et donc il faut les corriger. Même si ces dérapages ne sont pas systématiques, les images ont marqué les esprits et renforcent au sein de la communauté musulmane, parfois, souvent, un sentiment de stigmatisation. C'est justement pour prendre la température que le renseignement territorial du Val d'Oise se rend régulièrement à la mosquée d'Argenteuil, la plus grande d'Europe. Le lieu de culte, qui compte officiellement quelques 4800 fidèles, en réalité près du double, est placé sous protection militaire à l'heure des offices depuis les attentats du 13 novembre et la multiplication des actes anti-musulmans qui s'en sont suivis. C'est bon, je fais un petit peu le point avec vous sur suite à la mesure de l'état d'urgence. Oui, vous les sentez comment, vous, nos amis les salafistes? J'ai pas de problème parce qu'ils savent qu'on est très rigoureux sur ça. Ouais. Ils font la prière et puis ils s'en vont comme tout le monde. Et depuis les derniers attentats, ils sont méfiants, ils viennent, il y en a plus, il y en a moins, il y en a... Non, comme je vous ai dit, il y a les 2 mosquées qui ont été fermées. Donc ils viennent faire les prières. Mais on a quelques-uns, on a un peu plus qu'avant. Ça a parlé un petit peu des fermetures là, des 2 mosquées là? On n'a pas parlé aux presse, mais entre nous, on en a parlé, oui. Oui, on a parlé. Ils ont comment ils sont... Ils se demandent pourquoi ils leur ont fermé la porte. Enfin, j'ai dit, bon, c'est des petites salles. Mais là, au niveau de ceux qui venaient, là, qui venaient un petit peu, pas recruter, mais venaient un petit peu parler à la fin du prêche, vous faites comment? Vous allez les voir, vous leur parlez un petit peu? J'envoie quelqu'un pour être dans la discussion et puis ils s'en vont. C'est notre méthode. Vous le sentez comment, là, les prochains mois? Ça va. On va toujours dans le bon sens. On a toujours travaillé ensemble, de toute façon. On a toujours travaillé ensemble, oui. Dans la clarté, la transparence la plus complète. Bon, mon petit thé, moi. Hop, allez. Merci. Monsieur Omar, docteur là, qui s'occupe des jeunes. Venez. Assieds-toi. Dites-moi, comment ils réagissent autour de vous là pour les perquises? Il y a des réactions de la part des fidèles et de la part des musulmans qu'on connaît. Et c'est visible sur les réseaux sociaux. Oui. On s'indigne contre certaines façons de faire ces perquisitions. Cette façon, vous la qualifiez quoi? De violente? Oui. Et selon certains témoignages, toujours sur les réseaux sociaux, il y avait même des atteintes aux libertés des gens, et des propos déplacés, et surtout des plaintes de la façon dont ces perquisitions ont été opérées. Les gens parlent de tout ça et ils se demandent pourquoi ça, et d'autres disent que c'est une autre façon de stigmatiser la communauté musulmane. En cette fin d'année 2015, depuis les attentats de novembre, plus de 200 actes islamophobes ont été recensés. Sur l'ensemble de l'année, ils ont été multipliés par 3 par rapport à 2014. C'est sur fond de ces chiffres inquiétants dans un pays sous haute surveillance que les Français célèbrent le passage à 2016.
Bernard Cazeneuve, qui est aussi le ministre des cultes, décide en ce début d'année d'aller rassurer cette communauté musulmane plus que jamais inquiète et qui craint, redoute l'amalgame. Jamais. Et ce sera un combat qui aura lui aussi toute sa force, que l'on puisse profiter des événements tragiques auxquels notre pays est confronté pour susciter la division au point d'encourager les actes anti-musulmans. Mais il y a une autre communauté à rassurer et qui a été durement éprouvée par les attentats cette année. Et c'est à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes de l'hypercacher de janvier 2015 que Bernard Cazeneuve doit faire face aux demandes de protection et de sécurité des Juifs de France venus ce soir-là se souvenir et se recueillir. Bravo, monsieur Cazeneuve. Bravo. Bravo. Bravo la police. Bravo. Malgré cette volonté réaffirmée de fédérer, de rassembler tous les citoyens autour de l'idéal républicain, la société française s'interroge et parfois se fragmente. Depuis quelque temps, les débats vifs, bien au-delà de l'état d'urgence, se sont cristallisés sur une loi qui clive profondément la déchéance de nationalité. Que cette déchéance concerne les seuls binationaux ou l'ensemble des Français importe peu à Christiane Taubira. Pour la ministre de la Justice, c'est le principe même qui est en cause. Il lui semble inacceptable. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Non, non, à la déchéance. Non, 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 à l'état d'urgence. Non, non. À le PS, c'est B comme Perquise, S comme Fichesse. À le PS. La proposition du président de la République d'inscrire état d'urgence et d'échéance retrait de nationalité dans la Constitution qu'il conviendrait alors de réviser est considérée avec suspicion. Et dans la rue, sous le regard des policiers, nombreux sont ceux qui durcissent le ton. Pas l'État policier. Abrogation de l'exception. Action, révolution contre le racisme. Aux côtés des manifestants, Halim Abdelmalek. Il a été le premier à voir le Conseil d'État suspendre son assignation à résidence après avoir été soupçonné, à tort donc, d'appartenir à la mouvance islamiste radicale. J'ai dû passer 2 mois et 4 jours assigné à résidence chez moi. J'ai dû subir cette oppression. J'ai dû subir ces sentiments que je ne connaissais pas, ces sentiments d'injustice, ces sentiments de solitude, de délaissement. Surtout quand on sait qu'on n'a rien fait, quand on sait qu'on n'a rien à voir à tout ça, et quand on sait qu'on est juste humain, et que peu importe ce qu'on pratique, peu importe ce qu'on vit, voilà, on est français, on est né en France, et quand même on nous fait subir ces choses-là, il faut penser aux générations qui vont venir après. Merci. Merci. Une chose est sûre, l'état d'urgence et surtout le débat sur la déchéance de nationalité ont réveillé de vieux fantômes. On les croyait disparus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris des armes. Et
il avait été qualifié de terroriste non pas par des juridictions indépendantes, mais par l'occupant. L'indignité nationale eût été une meilleure solution et aurait évité la désunion nationale. Nos concitoyens n'ont rien à gagner et les terroristes rien à craindre de cette réforme constitutionnelle, symbole d'une république du repli, de la peur et du rejet, d'une république qui s'abaisse plutôt que de grandir. La Constitution n'est pas un texte fourre-tout, où l'on range les petites humeurs d'un gouvernement qui a le goût des bottes qui claquent. Alors que les débats sur la révision de la Constitution continuent, l'état d'urgence, lui, est prorogé. Et ceci jusqu'au 26 mai. 4 mois après que l'état d'urgence ait été décrété, l'heure est au bilan. On dénombre plus de 3450 perquisitions sur l'ensemble du territoire. 740 armes ont été saisies, dont 75 armes de guerre. 340 assignations à résidence ont été notifiées. 70 d'entre elles ont été renouvelées. 67 peines ont été prononcées. Elles ont abouti à 55 incarcérations. Et une trentaine d'infractions liées au terrorisme ont été constatées. En attendant, qui connaît la suite? Qui peut, et selon quels critères, anticiper la manière de sortir de cet état d'urgence? Et combien de temps pourront tenir à ce rythme les forces de l'ordre formées à faire la police et qui se retrouvent, selon l'expression du président de la République, en situation de gérer la guerre?